Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une théorie. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est le compte-rendu d'une enquête qui a franchi la ligne rouge. Celle qui sépare la fiction de la réalité la plus terrifiante. Le projet Montauk, ce nom résonne comme un mythe, mais je vous le dis ça, l'expérience secrète qui a inspiré la série télévisée n'est qu'une pâle imitation de la horreur véritable. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité sur les enfants, non pas pour voyager, mais pour ouvrir une porte qui n'a jamais été fermée. Je sais que la vérité est plus troublante, plus viscérale, que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous devez connaître cette histoire, la comprendre, l'intégrer avant qu'il ne soit trop tard, avant que la résonance ne s'aligne à nouveau. Ils n'ont pas disparu dans la nature. Ils ont été effacés de notre dimension. Et la technologie, la méthode pour accomplir cet effacement, cette technologie existe toujours, dormante, attendant son heure. J'ai passé des mois à traquer des ombres, à déchiffrer des archives classifiées, à écouter les murmures des rares survivants. Mais le moment de bascule, le point de non-retour, fut cette nuit-là. La nuit où j'ai trouvé la cassette, cachée dans les entrailles de la base aérienne de Montauk. La voix sur l'enregistrement, une voix d'enfant, n'a dit qu'une seule chose avant le silence. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Montauk, l'extrémité est de Long Island. Un lieu de beauté austère, balayé par les vents salés de l'Atlantique Nord. Mais au-delà des plages de sable et des phares pittoresques, se dresse Camp Hero, la base aérienne de Montauk. Une cicatrice de béton, de barbelés rouillés et d'histoires non dites. Officiellement, cette base a servi de poste de défense côtière pendant la guerre froide. Un œil électronique surveillant les sous-marins soviétiques. Sa désactivation en 1983 fut attribuée à de simples coupes budgétaires. Une explication propre, bureaucratique, destinée à clore le dossier. Mais pour ceux qui vivent dans l'ombre de son gigantesque radar PAV-PAOS, cette explication n'a jamais suffi. Le silence qui a suivi la fermeture était plus bruyant que n'importe quelle activité militaire. Le radar lui-même est une icône de l'abandon, une structure cyclopéenne, figée dans le temps, qui semble encore capter des signaux au-delà de notre compréhension. L'atmosphère à Camp Hero est lourde, saturée non seulement par l'air marin, mais par une rémanence psychique, une sensation d'être observé, même par les murs décrépits. C'est ici, dans cet environnement de vigilance constante et d'isolement forcé, que le mythe du projet Montauk a pris racine. Un programme secret, dit-on, impliquant le contrôle mental, les voyages dans le temps et des expériences sur la conscience humaine. Notre investigation commence par démanteler la façade officielle, en se concentrant sur les anomalies que les autorités ont tenté d'enterrer. Les premiers à briser le silence ne furent pas des journalistes ou des historiens, mais des explorateurs urbex, des chasseurs de ruines, parmi eux Pierre, un ancien électricien de Long Island. Pierre n'est pas un théoricien du complot, c'est un homme de fait, de câbles et de circuits. Ce qui l'a intrigué, ce n'étaient pas les rumeurs de fantômes, mais une simple incohérence électrique. Il a remarqué que le câblage haute tension, celui qui devait alimenter le radar et les installations de surface, ne s'arrêtait pas là où il aurait dû. Une partie massive de cette énergie plongeait sous terre, vers une zone que les plans officiels ignoraient. Ils nous ont dit que c'était pour le générateur de secours, une ligne de redondance. Mais le générateur était à des kilomètres, et la ligne qui allait là-bas était trop épaisse, trop puissante. Cette énergie n'était pas destinée à éclairer des bureaux. Elle alimentait quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus exigeant. J'ai mis ma main sur le sol, même des années après la fermeture, et je sentais encore un léger bourdonnement, une vibration, comme si le cœur de la base battait toujours, mais en silence. La deuxième piste cruciale est venue d'une source inattendue, le témoignage d'une voisine. Madame Dubois, une femme qui a passé sa vie dans une petite maison à l'ombre du radar. Elle ne parlait pas de conspiration, mais de sensation. Pendant les années où la base était active,
Le silence était la chose la plus étrange. Pas de bruit de vie militaire, pas de sirène. Un silence total, comme si le son lui-même était aspiré. Mais de temps en temps, au milieu de la nuit, je n'entendais pas un bruit de moteur ou d'explosion. J'entendais un claquement, un son sec, violent, comme si l'air était déchiré par une force invisible. Et après, l'odeur. Une odeur métallique, d'ozone brûlé, qui vous prenait à la gorge et qui ne se dissipait qu'au lever du soleil. Ce n'était pas l'odeur de la mer, c'était l'odeur de la science qui tournait mal. Guidés par les observations de Pierre sur le câblage et le point aveugle du périmètre, nous avons localisé l'entrée scellée. Ce n'était pas une porte, mais une dalle de béton coulée à la hâte. Après des heures de travail discret, nous avons accédé à un sous-niveau. Ce n'était pas un simple bunker, c'était un complexe de laboratoire souterrain conçu pour l'isolement total. Les murs étaient recouverts de plomb, les couloirs étroits, et l'air, malgré les années, était froid et stérile. La première preuve visuelle que nous avons trouvée se trouvait dans une chambre d'essai circulaire, un symbole délavé, peint à la peinture rouge sur le mur, un diagramme complexe représentant un circuit fermé avec une anomalie au centre. Un symbole qui, pour un œil averti, évoquait non pas un simple champ magnétique, mais une tentative de créer une boucle de résonance ou, plus troublant encore, la représentation graphique d'un portail dimensionnel. Notre investigation jusqu'à ce point était une reconstitution historique. Mais dans le coin le plus sombre de cette chambre, nous avons trouvé une petite armoire métallique. À l'intérieur, un seul objet. Un livre de bord de laboratoire, la couverture gondolée par l'humidité. Il contenait des données de routine, des mesures de champ, des tests de résonance, des pages et des pages de bureaucratie scientifique, jusqu'à la dernière entrée, la date, le 12 août 1983. L'écriture, jusqu'alors régulière et professionnelle, était devenue une gribouille tremblante, presque illisible. L'entrée disait « Échec de confinement, le champ est instable, la résonance est hors de contrôle. La cible n'est plus là, nous n'avons pas pu la ramener, l'énergie est épuisée. Ils arrivent, dites à Alyssa que je suis désolé, le projet Montauk est terminé, non par nous, par eux. Le projet Montauk, l'histoire officielle, prétend qu'il a été fermé pour des raisons budgétaires. Une dissimulation parfaite. Ce journal de bord, écrit par un scientifique au bord de la panique, révèle la vérité. Le projet a été arrêté par un échec catastrophique. Quelque chose est sorti. Quelque chose est resté. Et le plus important, le mot « cible ». Qui était cette cible ? Qui était Alyssa ? Et qui étaient eux ? Ce journal de bord contredit l'histoire officielle de la manière la plus brutale qui soit. Ce qui s'est passé en 1983 n'était pas une fermeture administrative, c'était une fuite. Et c'est à ce moment-là que l'enquête a cessé d'être une simple recherche historique pour devenir une course contre le présent. Le passé n'est pas mort, il est actif. Conspiration, la fréquence française et le cercle. Le journal de bord nous a donné un nom, Alyssa, et une date, le 12 août 1983. Mais la clé pour comprendre l'échec catastrophique se trouvait dans la cassette que j'ai mentionnée. Elle était cachée dans un conduit de ventilation, scellé avec du ruban isolant, dans le même sous-niveau. Une bande audio de mauvaise qualité, marquée d'un seul mot, résonance. L'écoute de cet enregistrement est une expérience troublante. 15 minutes de bruit blanc, de pulsations de basse fréquence, et au milieu, la voix d'une enfant. Une voix féminine, calme au début, décrivant ce qu'elle voit, mais qui devient de plus en plus tendue, de plus en plus désespérée. La voix de l'enfant, calme, disait « Je vois le vide, c'est froid, il m'appelle. L'homme en blanc a dit que je suis le pont, je suis la clé. Je vois des formes, des idées, des couleurs que je ne peux pas nommer. Le champ est stable,
Je suis l'encre. Puis la voix d'un scientifique étouffé, avec un accent français distinct, répondait « Alissa, restez concentrée, décrivez l'environnement. Le champ est à 4,7. Que ressentez-vous? Y a-t-il une manifestation ?» La voix de l'enfant, la voix se brisant, reprenait « Ce n'est pas un lieu, c'est une fréquence, et elle devient plus forte. Elle me tire, je ne peux pas la retenir, elle est trop puissante. Ça arrive, ça arrive. » Un cri aigu, suivi d'un bruit de claquement métallique, le bruit blanc se transformant en un rugissement assourdissant, puis le silence total. Cette cassette n'est pas seulement la preuve que des enfants étaient utilisés dans des expériences de projection psychique, c'est la preuve que l'expérience n'était pas de voyager vers une autre dimension, mais de ramener quelque chose de cette dimension. Le secret militaire autour de Montauk n'était pas pour protéger la nation d'une menace extérieure, mais pour dissimuler le fait qu'ils avaient ouvert une porte et qu'ils avaient perdu le contrôle de ce qui en était sorti. À partir du moment où j'ai écouté la cassette, l'enquête a cessé d'être une simple recherche de faits historiques. C'est devenu une course contre la montre. Les conséquences de cette découverte ont été immédiates et brutales. Pierre, l'explorateur urbex, qui m'a aidé à trouver le sous-niveau, a disparu. Pas de rapport de police, pas de note de personnes disparues. Il s'est simplement volatilisé. J'ai commencé à remarquer des voitures garées dans des coins sombres, toujours les mêmes modèles, toujours avec des vitres teintées. Mes fichiers numériques ont été corrompus 2 fois. Ce n'était pas une erreur technique. C'était un avertissement. L'implication la plus dangereuse de la cassette résonance est que le projet Montauk n'était pas une expérience isolée du gouvernement américain. La voix du scientifique sur l'audio avait un accent distinct. Ce n'était pas américain, c'était français. Cet accent m'a conduit à une nouvelle piste de recherche. Le lien entre Montauk et le projet Phoenix, un programme de recherche électromagnétique français des années 70. Le scientifique français, le docteur Alain Moreau, était un expert en résonance de Schumann et en contrôle mental. Il a disparu de la communauté scientifique en 1981. Mais le véritable choc est venu du morceau de papier trouvé avec la cassette. Ce n'était pas un calendrier. C'était un diagramme de phase, avec une date encerclée en rouge. 21 décembre 2025. Ce n'était pas une date de fin. C'était une date d'alignement. La date à laquelle les conditions de résonance électromagnétique seraient identiques à celles du 12 août 1983. L'expérience n'était pas terminée. Elle attendait juste le bon moment pour être relancée. Et la date est dans quelques semaines seulement. Qu'est-ce qu'il prévoit de ramener? Et que prévoit-il de faire avec le pont? Révélation. Alissa, le moteur et le cercle. J'étais obsédé par l'idée qu'Alissa était une victime, une enfant kidnappée et utilisée. Le pont innocent. Mais la vérité, comme toujours, est plus complexe et plus sombre. J'ai réussi à retrouver le docteur Moreau dans un petit village fantôme en Bretagne, en France, où il se serait caché après 1983. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ses journaux intimes, et en eux, le rebondissement. Moreau n'était pas en train de mener l'expérience. Il essayait de l'arrêter. C'était le scientifique qui a écrit la dernière entrée dans le journal de bord. « Dites à Alissa que je suis désolé. » La révélation qui change tout est la suivante. Alissa n'était pas la cible. Elle était le moteur. Elle n'a pas été kidnappée. C'était une enfant surdouée, avec des capacités psychiques latentes, recrutée par une organisation privée et non par le gouvernement. Le projet Montauk était un écran de fumée, un projet militaire de bas niveau pour détourner l'attention. La véritable expérience était menée par un consortium d'entreprises de technologie et de recherche, dirigé par une fondation française appelée le Cercle. Leur objectif n'était pas le voyage dans le temps, mais la manipulation de la réalité à travers l'esprit d'Alissa. La nouvelle ligne d'enquête m'a éloigné des bunkers et m'a conduit dans les bureaux d'entreprise. Le docteur Moreau, dans ses journaux, décrit Alissa non pas comme un cobaye,
mais comme une anomalie de résonance. Elle n'était pas seulement en train de voir l'autre côté, elle était en train de créer l'autre côté. Ce qui est sorti en 1983 n'était pas une créature. C'était une idée, une fréquence mentale qui s'est manifestée physiquement. Mon conflit interne est palpable. J'ai commencé à enquêter sur un mystère vieux de 40 ans. Et maintenant, je suis au milieu d'une conspiration qui est active, qui a des ressources illimitées et qui est sur le point d'être réactivée. J'ai la date, j'ai le nom de l'organisation. Mais si je publie cela maintenant, non seulement je me mets en danger, mais je leur donne aussi la publicité qu'ils pourraient rechercher. La question qui me hantait, qu'est-ce qui est le plus important ? La vérité historique ou la sécurité de l'avenir? Si je révèle la date, j'alerte le public. Mais s'ils savent que je sais, ils pourraient anticiper l'alignement. Je suis devenu une partie de l'expérience. Mon enquête est maintenant un facteur de risque. J'ai trouvé un dernier fichier dans le journal de Moreau. Une carte. Pas une carte de Montauk, mais une carte de Paris. Et dessus, un point marqué. Un lieu qui, selon Moreau, est le véritable centre de contrôle, le nœud de résonance. Je sais où il prévoit de relancer l'expérience. Je sais ce qu'il recherche. Et c'est quelque chose qui est caché à la vue de tous, dans l'un des lieux les plus emblématiques de France. Je ne peux pas dire le nom, pas encore, parce que si je le dis, je ne ferai pas que révéler un secret. J'allumerai un phare. Révélation finale. L'effacement dimensionnel et le démogorgon. J'ai promis de révéler ce qui est arrivé aux enfants et la technologie qui les a effacés. L'heure est venue. La technologie n'est pas un superordinateur ou un accélérateur de particules. C'est l'esprit humain, amplifié. Le projet Montauk n'essayait pas de voyager dans le temps. Il essayait de cartographier la réalité parallèle à travers la conscience d'Alyssa. Les enfants qui ont disparu, ceux qui ont inspiré la fiction, n'ont pas été victimes d'un monstre. Ils ont été victimes d'un processus. La révélation est la suivante. Les enfants ont été utilisés comme encre psychique. Alyssa, le pont, projetait sa conscience dans le vide, la dimension parallèle. Pour maintenir la connexion stable et ramener des informations, elle avait besoin de points de référence. Les autres jeunes, avec des capacités psychiques moindres, étaient connectés à elle. Lorsque l'expérience a échoué en 1983, la résonance est devenue instable. Alyssa, paniquée, a utilisé toute sa force pour se déconnecter, mais n'a pas pu ramener les ancres. Ce qui s'est passé le 12 août 1983 n'était pas une disparition. C'était un effacement dimensionnel. Les enfants ne sont pas morts. Ils ont été projetés dans le vide où leurs formes physiques se sont dissoutes, mais leurs fréquences mentales sont restées. Ils sont devenus ce que le docteur Moreau appelait des échos de résonance. L'atmosphère sombre réside dans la conséquence. Ces échos ne sont pas en paix. Ils sont piégés entre les dimensions. Et la fréquence qu'Alyssa a libérée, l'idée qui s'est manifestée, est ce qui se nourrit de la peur et de l'instabilité. Ce que la fiction appelle le démogorgon est en réalité la manifestation du traumatisme collectif des enfants effacés, une entité psychique qui n'existe que parce qu'Alyssa l'a involontairement créée. Le nœud de résonance à Paris est l'endroit où le cercle prévoit d'utiliser la convergence électromagnétique du 21 décembre 2025 pour inverser le processus. Non pas pour ramener les enfants, mais pour contrôler la fréquence. Ils veulent utiliser le pouvoir d'Alyssa pour manipuler la réalité à l'échelle mondiale, en utilisant les échos de résonance comme un canal de communication et d'influence. Je suis ici, dans le sous-sol de cet ancien bâtiment. L'énergie bourdonne, l'odeur d'ozone est forte. Je sais qu'Alyssa est ici. Elle n'est plus l'enfant de la cassette. C'est une femme prisonnière de son propre pouvoir, maintenue en vie par des machines qui la forcent à garder la porte entrouverte. La conséquence est que, si l'alignement est achevé, la fréquence ne sera pas contrôlée. Elle sera libérée. Et le monde n'aura pas seulement un monstre psychique, mais une réalité déformée où la ligne entre ce qui est réel et ce qui est projeté par l'esprit d'Alyssa deviendra méconnaissable.
J'ai ouvert la porte. La pièce est sombre, éclairée uniquement par des panneaux de contrôle clignotants. Et là, au centre, elle est là. Alyssa, ses yeux sont ouverts, mais vides. Elle est connectée à un appareil qui semble sorti d'un cauchemar de science-fiction. Je me suis approché et elle a bougé la tête. Elle n'a pas parlé avec sa bouche. Elle a parlé directement dans mon esprit. La voix n'était pas celle de l'enfant, mais celle d'un écho, d'un univers entier de douleur. Alyssa, la voix dans l'esprit, réverbérée, m'a dit « Vous connaissez la vérité. Vous savez ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas fermer la porte. Seul moi le peux. Mais pour la fermer, j'ai besoin d'une nouvelle encre. Quelqu'un qui me ramène. Quelqu'un qui me remplace. » Elle a tendu la main vers moi. Et à ce moment-là, j'ai compris. Pour sauver le monde, je devrais devenir la prochaine victime. Je devrais devenir l'encre. Conséquences, conclusions et appel à l'action. L'histoire du projet Montauk n'est pas celle d'un village fantôme ou d'une expérience ratée. C'est celle du prix de la curiosité humaine et du pouvoir terrifiant de l'esprit. La porte est ouverte, la fréquence se manifeste et l'alignement approche. La question qui demeure, celle qui me hante, est si la porte a été ouverte par l'esprit d'une enfant traumatisée, que se passerait-il si elle était fermée? Et qui est réellement aux commandes? Alyssa, la fréquence qu'elle a libérée ou l'organisation qui tente de les contrôler? Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que VOU pensait qu'il s'est vraiment passé. Je lis absolument tout.